à cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Alors, vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un peu particulière. Ici, pas de plaignants, pas de partie civile ou de victimes, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas encore de ce monde. En effet, au tribunal pour les générations futures, toutes les questions débattues le sont dans l'intérêt de nos descendants. Et à l'ordre du jour ce soir, doit-on raser les entrepôts ? Pour répondre à cette épineuse question, nous accueillons 3 témoins ici présents qui comparaîtront à la barre dans quelques instants pour nous exposer leur version des faits. Je vous prie de bien vouloir les applaudir. Et pour les interroger, notre formidable cour sera composée de Madame Sarah Jacob, procureure de la République, et Maître Louis Spino, avocat de la défense, et enfin Xavier Gors, notre greffier, qui aura la responsabilité de trouver les bons mots et les bonnes images pour mettre le débat en perspective. Je vous prie également de bien vouloir les applaudir. Merci pour eux. Alors, défense, accusation, greffier, il ne nous manque plus qu'un jury. Celui-ci aura la lourde tâche, à l'issue de cette séance, de rendre un verdict. Pour commencer, 4 jurés tirés complètement au hasard parmi vous vont être tirés au sort. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que les personnes de FM Logistique n'avaient pas le droit de faire partie du jury pour une raison évidente d'impartialité. Je vous prierai donc d'être honnête avec moi si je tire votre nom. Et puis, si vous êtes tiré au sort, vous allez vous installer devant. Donc, merci de bien vouloir vous lever si vous êtes appelé. Alors, j'appelle notre premier juré, Alexandre Tanet. Alexandre, merci. Vous pouvez l'applaudir. Juste ici. J'appelle notre second juré, Hugues Marteau. Hugues Marteau, vous pouvez l'applaudir. Merci. Alors, je vais peut-être écorcher un nom de famille, je suis navrée d'avance. Philippe Jeancoury. Merci, Philippe Jeancoury. Il n'y a que des mecs, madame la Et présidente. j'ai que des hommes, donc je suis désolée, je vais retirer. Ça marche pas du tout. Si C'est la logistique qui veut ça. La blague. Maître Pinault. Arrête. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donc, une femme, Margot Arthuis. Margot Arthuis, si vous voulez nous rejoindre, merci. Merci à elle. Alors, Madame la procureure, Monsieur l'avocat, je vous rappelle que vous pouvez évidemment récuser un juré si vous le souhaitez. Est-ce que cette composition vous convient ? Oui, Ah, du coup, bof, mais maintenant qu'ils sont assis. on va pas les refaire se redéplacer. Bon, merci. Merci à vous, chers jurés. Enfin, ce soir, cher public, nous avons un dernier juré, et ce sera vous. En effet, en tant que membre du jury, vous aurez vous aussi à trancher à la fin de ce tribunal. Je vous demande donc d'être très attentifs, car les générations futures comptent sur vous. À présent que notre cours est au complet, je déclare donc ouverte cette séance du tribunal pour les générations futures. Mais avant de donner la parole à notre cour qui trépigne d'impatience, je les vois déjà, prenons un instant pour revenir sur les faits. Entre la France et l'entrepôt, c'est une histoire qui dure, mesdames et messieurs. La preuve en est. Leur surface a doublé dans l'Hexagone en moins de 5 ans. Et on compte pas moins de 80 millions de mètres carrés de bâtiments logistiques aujourd'hui en France. C'est pas mal. Soutenus par la montée en puissance des achats en ligne pendant la crise du Covid, les entrepôts fleurissent, champignonnent en zone périurbaine le long des axes routiers, avec des plateformes parfois gigantesques, et continuent d'acheminer une quantité croissante de produits que nous intégrons chaque jour dans notre quotidien. Oui, mais voilà, il y a un hic. Aussi indispensable qu'il n'y paraît, l'entrepôt n'a pas bonne presse. Sinon, on ne serait pas là ce soir. D'abord, parce qu'il grignote de façon phénoménale nos terres agricoles et les espaces naturels. De fait, l'e-commerce nécessite 3 fois plus de surface que la vente en magasin,
et engendre de l'encombrement urbain, de la pollution due aux véhicules utilitaires, aux camions de livraison, etc. Deuxièmement, l'entrepôt serait le symbole de cette fameuse France moche. Mais alors, la France moche, vous savez, cette France moche, celle qui a fait la couverture de Télérama en 2010, alors que l'État a essayé justement de redonner du souffle au cœur des moyennes et petites villes. Eh bien, l'entrepôt serait le symbole de cette France dont apparemment personne ne veut. Bon, c'est à débattre. Et en dernier point, et pas des moindres, parce que l'entrepôt serait l'ennemi public du commerce de centre-ville qui, on ne va pas se mentir, a tendance à s'affaiblir depuis quelques années déjà. Une chose est donc sûre. Le débat autour de l'avenir de l'entrepôt n'est pas seulement économique, mesdames et messieurs. Il est social, il est environnemental et il est culturel. Il s'agira donc, ce soir, tous ensemble, de trouver un équilibre entre les besoins d'une société de plus en plus numérisée et le fait de préserver notre planète et puis les modes de vie de toutes les communautés. Mesdames et messieurs, nous allons nous interroger très sérieusement à cette affaire. Faut-il raser les entrepôts ? Bien-aimés jurés, ce sera à vous de trancher à la fin de cette audience. Je vous demande donc vraiment d'être très attentifs. Alors, avant de passer à l'audition de nos témoins, je demande au procureur et à l'avocat de nous informer, s'il vous plaît, calmement, de la ligne qu'ils défendront ce soir. Madame la procureure, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. L'entrepôt n'a plus sa place dans le paysage français. Et qui plus est, dans le paysage économique et social français. C'est donc ce que je défendrai ce soir. Très bien. Oh, on va avoir un public sage, s'il vous plaît, ce soir. Maître, la parole est à vous. Madame la Présidente, chers jurés, je défendrai quant à moi l'idée que si on veut construire une économie durable à l'avenir, eh bien ça passe par une rationalisation, une planification, une optimisation de nos échanges, et que ça ne se fera pas sans entrepôt. Très bien, merci, maître. Nous pouvons passer au démarrage des audiences. J'appelle donc à la barre notre premier témoin, Monsieur Olivier Razemont. Vous pouvez l'applaudir. Monsieur Razemont, bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici ? Je m'appelle Olivier Razemont, je suis journaliste et j'ai écrit un livre, entre autres, qui s'appelle « Comment la France a tué ses villes ». Très bien, merci. J'imagine que c'est pour ça qu'on m'a proposé de venir. Parfait. Merci, Monsieur Razemont. Alors, vous allez être interrogé par la procureure puis par l'avocat, mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main et dites « je le jure ». Bon, un peu compliqué de faire ce genre de cinéma, mais bon, si vous voulez, allez, je le jure. Merci beaucoup, Monsieur Razemont, c'est gentil. Madame la procureure, le témoin est à vous. Vous avez 5 minutes. Bien, merci, Madame la Présidente. Monsieur Razemont, bonsoir. Vous venez de l'évoquer, vous avez écrit un livre en 2016 qui s'appelle « Comment la France a tué ses villes ». Et si mes souvenirs sont bons, vous y meniez une charge pas très tendre contre le développement périurbain et ses zones commerciales. Aujourd'hui, on est 8 ans plus tard. Diriez-vous que notre regard a changé sur ces espaces ? Et si oui, comment ? Les discours ont changé. Les discours aujourd'hui, même le lobby des zones commerciales, qui s'appelle le Centre national des centres commerciaux, mais qui, c'est assez drôle, a changé de nom récemment. Il a voulu se maquiller. Le mot centre commercial ne fait plus vendre, donc il s'appelle maintenant, il a trouvé un autre nom, un acronyme FACT, je crois. Il y a commerce et territoire, surtout territoire, c'est bien. Et même eux disent la France est équipée. Comme il y en a 1500 des zones commerciales en France. 1500, ça veut dire que chaque ville moyenne en a 4 ou 5, chaque petite ville en a 2, c'est majeur. Donc le discours a changé et il y a eu un petit peu moins, l'artificialisation continue, on continue à artificialiser. Il y a la grande farce des zones de moins de 1000 m² qui passent hors commission départementale. Il y a des commissions départementales, mais en dessous de 1000 m², ce n'est pas nécessaire. Du coup, il y a plein de zones de 999 m², vraiment, exactement, et puis en fait qui s'étendent quand même, qui font 200 mètres en plus, sans qu'on demande un accord, etc. Donc dans les années qui suivent, ou même carrément qui doublent. Et puis il y a effectivement toutes les zones de logistique. Et moi, ce qui me frappe
malgré le discours qui a changé. Alors, toutes les conséquences, on les a entendues, je ne vais pas les répéter, mais simplement, la question de la biodiversité, quand on parle d'environnement, ce n'est pas seulement le CO2 qui est facile à calculer, mais c'est aussi les pertes de biodiversité, c'est aussi l'artificialisation des sols. On le voit avec les inondations tous les week-ends qu'on a en ce moment. Et puis, il y a quand même... on continue à le faire. Ce qui me frappe, c'est qu'on continue à le faire, mais qu'aujourd'hui, on arrive à des plans de gouvernement qui annoncent 26 millions. Alors, ça peut paraître relativement peu par rapport au chiffre d'affaires de ce secteur-là, mais c'est quand même 26 millions d'argent public qui est dépensé de façon à aider les promoteurs à reconstruire ce qu'ils ont détruit avec l'argent public il y a 20 ans. Merci beaucoup pour cette première réponse. Avant d'entamer ma deuxième question, j'aimerais qu'on visionne tous ensemble un petit témoignage d'une personne qui n'a pas pu être présente ce soir. Aurait-il été intimidé, Madame la Présidente? On ne le saura jamais, mais pouvons-nous quand même l'écouter? Tout à fait. Régis, si on pouvait avoir la première pièce à conviction. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, Madame la Présidente, Madame la procureure Jacob, Maître Pinault, je suis Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire et co-auteur d'un rapport sur l'impact des entrepôts XXL dans nos territoires, et je jure de m'exprimer dans l'intérêt des générations futures. Il y a des entrepôts qui sont vides, parce qu'il y a des entrepôts qui ont été créés, qu'on n'utilise plus, et ça c'est quand même un vrai problème. Et une fois qu'on a artificialisé, c'est très 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 difficile de revenir en arrière. Ça coûte très cher. Donc, il faut éviter de refabriquer les friches de demain. On a beaucoup de friches. Et aujourd'hui, on est en train d'aller sur d'autres terres parce qu'on n'est pas capable de désartificialiser des friches déjà existantes. Vous venez d'en parler, et là, on l'a tous entendu. L'entrepôt logistique, c'est le symbole de l'artificialisation non maîtrisée de l'espace périurbain. Artificialisation que vous dénonciez d'ailleurs dans votre livre. Et donc, dans quelle mesure, Monsieur Razmont, est-ce qu'on peut dire que cet objet et le modèle dont il fait partie, même s'ils sont utiles, ont eux aussi atteint leurs limites aujourd'hui? En fait, la vraie question, c'est pas du tout de les raser. D'ailleurs, absolument personne ne propose ça. Mais c'est la question de savoir s'il faut en construire encore. Et le vrai sujet, c'est qu'on en construit encore et de manière assez massive. Alors même que le député vient de le dire, il y en a qui sont en train de tomber en ruine, et on le voit, il suffit de faire des tours autour des villes. En Ile-de-France, c'est flagrant, et c'est comme ça absolument partout. On voit énormément de zones commerciales, industrielles, logistiques, qui en fait tombent en ruine, avec des sols qui ne sont pas dépollués, qui sont complètement abandonnés, des parcs d'attractions aussi, etc. Donc l'économie, soi-disant durable, qui se nourrit en fait uniquement de ce sol. En fait, c'est ça qui est frappant, c'est qu'on a la seule logique qui prévaut, c'est l'économie. Et ce qui manque beaucoup, la plupart du temps, c'est un régulateur, un pouvoir public. Alors l'État le fait de temps en temps. Les élus locaux sont très nombreux et évidemment, c'est toujours plus facile. Hein, un promoteur qui arrive en disant « Regardez, je voudrais une nouvelle zone, je choisis votre ville parce que si vous dites non, j'irai dans la ville d'à côté. » Donc belle promesse, belle menace également. Et puis évidemment, l'élu, il est plutôt flatté. C'est tellement plus facile de parler avec un promoteur qui arrive avec un projet, même si on lui dit « Va te faire foutre ». En fait, il reviendra 5 ans après, voir soit le même maire, soit le maire d'après, alors que les commerçants du coin, eux, ils râlent tout le temps, et c'est beaucoup moins facile à gérer. Donc malheureusement, on est encore dans cette période-là. Mais est-ce que vous ne diriez pas quand même qu'on a atteint une limite et qu'aujourd'hui, ce modèle, il est obsolète? On a atteint la limite déjà il y a un certain temps, on continue. Pour vous donner simplement un exemple, parce que les arguments s'additionnent les uns aux autres. Je suis allé dans le Pas-de-Calais il n'y a pas très longtemps pour aller voir, je faisais un article, pour aller voir quelles étaient les conséquences des inondations sur le système routier. On a un système routier qui est aujourd'hui compliqué, qui là aussi nourrit complètement les zones logistiques et les zones d'entrepôts de divers types et des zones commerciales se nourrissent d'un système routier, parce que chaque fois il faut rajouter une rocade, etc. Et on a le lobby de la route qui continue à dire on va encore rajouter du système routier. Dans le Pas-de-Calais, ils ont habituellement un budget pour les dépenses d'urgence chaque année de 1 million d'euros. Cette année, avec les inondations qu'ils ont eues en novembre, en décembre, en janvier, ils en sont à 50 millions d'euros. Donc ça ne va pas se produire comme ça dans tous les départements chaque année, mais on le voit très bien depuis. Il y a eu la Vienne, il y a eu le Gard. On voit très bien que ça va coûter cher, et malgré tout, on continue. Donc il y a un argument environnemental qu'on connaît très bien, un argument social que je n'ai pas encore évoqué, mais qui a été un petit peu évoqué, mais je vous ajoute une chose quand même.
j'ai découvert ça. Il y a une photographe qui a fait une exposition qui est peut-être là, Sophie Loubaton, qui s'appelle « Logistique à votre service ». Elle me racontait que dans les zones logistiques dans lesquelles elle a enquêté, elle a pris les photos, contrairement à ce qu'on imagine, elle dit les gens ne viennent pas tous en voiture. On pense, ah oui, forcément, c'est le tout voiture, etc. Non, il y en a qui aimeraient peut-être avoir une voiture, mais comme ils ne sont pas très bien payés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent transport public plus trottinette électrique, à leur risque et péril. Problème environnemental, problème social et problème économique parce que on continue, parce que ça va nous coûter extrêmement cher, on continue à artificialiser. La vraie question, une fois de plus, c'est pas d'arrêter de les raser tous, mais c'est d'arrêter d'en construire. Bien, merci beaucoup pour ces éclairages. J'ai encore une petite question. Très rapidement. Merci. Quand on parle de changer des comportements de consommation, il y a toujours un certain fatalisme. C'est naturel que les entreprises proposent toujours plus de services, les consommateurs voudront toujours plus de confort, tout ça, ça prend toujours plus de place, etc. C'est comme si on était prisonnier d'un cercle vicieux. Mais est-ce que la loi ne pourrait pas aujourd'hui être un outil intéressant pour l'enrayer, ce cercle, pour en sortir? Zéro artificialisation nette, et dès qu'on parle du ZAN, le seul prisme, c'est ces élus qui sont contre le ZAN. Moi, j'ai rencontré plein d'élus qui sont pour le ZAN, parce qu'ils nous disent en fait, ça va nous aider à limiter l'artificialisation. Par ailleurs, l'histoire qui serait naturelle que le consommateur veuille toujours plus, je suis désolé, ça ne tient pas. Évidemment, l'offre essaie de montrer qu'il a besoin de toujours plus, de se faire livrer en 10 minutes au milieu de la nuit des tomates en février. Bon, mais regardez le succès du marché forain, du marché alimentaire. Il y en a 8000 en France chaque semaine. Eh bien, vous avez des gens qui sont prêts à attendre, y compris sous la pluie, y compris dans le froid, et qui font leurs courses. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont la convivialité, parce qu'ils peuvent parler entre eux, parce qu'ils peuvent parler avec le commerçant. Donc non, on n'a pas besoin de se faire livrer encore plus. Ça existe déjà, là aussi, personne ne va le détruire. La vraie question, on n'a pas besoin de plus, parce que la preuve, les consommateurs veulent aussi de la convivialité. Voilà, donc pour résumer, juste en conclusion, vous diriez quand même que les consommateurs, ils sont capables d'attendre pour consommer? La plupart du temps, oui. Mais la vraie question, c'est aussi, il faut aussi, il y a ceux qui sont conscients, mais ça ne dépend pas que d'eux, parce que c'est un peu facile de dire, regardez, faites des petits gestes. Ça dépend aussi d'un système. On en parlera un peu après. Voilà, j'en ai terminé. Merci Madame la procureure. Maître, Monsieur Razemont est à vous. Vous avez également 5 minutes, s'il vous plaît, Maître. Merci Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour. Monsieur Razemont. Vous êtes passé assez rapidement tout à l'heure sur un truc qui, pour moi, en tant qu'avocat ce soir, est assez essentiel. L'idée que personne n'a envie de raser les entrepôts. Merci déjà. Vous êtes passé dessus un peu comme sur une évidence, mais j'aimerais quand même bien qu'on s'attarde là-dessus. L'alternative à ces zones de stockage, c'est c'est que chaque entreprise livre chaque consommateur à chaque commande de chaque matériau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi l'objet entrepôt il nous protège d'un désastre environnemental plus grand qui serait celui d'avoir à faire toutes ces connexions en fait. Non, mais personne, pardon, je suis désolé, mais personne dit ça. En fait, ça existe déjà. Il y a bien sûr, les commerces sont livrés par la plupart du temps des camions qui vont dans les entrepôts. Ça se fait déjà. J'insiste, une fois de plus, la vraie question, c'est pas de rechanger ça en disant chacun va aller, même si les gens le font, hein, mais chacun va aller cueillir ses fraises quand c'est la saison, ou ses asperges, etc. Bon. La vraie question, c'est de savoir si on veut toujours devancer un supposé désir du consommateur. Et là, je pense qu'on atteint clairement les limites. Donc, et alors, sur l'histoire de l'environnemental, je comprends, le CO2, c'est facile à calculer. Donc, on a les euros, là, ça c'est très simple aussi, et le CO2, c'est très simple. Donc, en fait, la plupart du temps, quand on regarde la question environnementale, on le regarde seulement à travers le prisme du CO2, parce qu'on compte en plus, en moins, ce qui ne se mesure pas, n'existe pas, alors qu'en fait, on oublie tout le reste. La question de la biodiversité, c'est essentiel quand vous avez de la faune et la flore qui disparaît et qui ne reviendra plus à un endroit, quand on pollue un sol, quand on met une route, etc. Enfin, tout ça a un impact. La pollution atmosphérique liée au transport en voiture, ça, l'environnement, ce n'est pas seulement le CO2. Voilà. J'ai bien compris. Mon point, c'était de dire, dans un sens, il y a quand même une connexion qui est moins d'entrepôts, c'est aussi plus de routes, en fait, pour faire tous ces trajets, si on ne stocke pas. La plupart des routes ne sont pas du tout utilisées à plein, pas du tout, aucunement. En fait, on n'a jamais essayé. En fait, la seule chose qu'on a essayé pour l'instant, c'est de continuer. C'est toujours le seul argument.
Donc à un moment, il faut dire, écoutez, non, on essaye peut-être d'arrêter. Il y en a qui le font. L'Ille-et-Vilaine a fait un moratoire sur les routes, en disant, on arrête de construire des routes, on arrête de construire des contournements. Et il y a des élus, le président du département de l'Essonne, François Durovray, me disait au téléphone, moi je suis pour le ZAN, je veux arrêter. Je ne sais pas s'il y arrive toujours, mais en tout cas, il le dit. Donc je trouve ça intéressant. Vous avez plein de gens et plein d'élus qui disent, on ne veut plus artificialiser davantage. Ok. Me rend la vie un peu dure, mais... C'est moins un petit peu plus facile. Oui, j'entends. Ouais. Très contente. En parlant de choses qu'on n'a pas essayé et qu'on pourrait essayer, on oppose souvent ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le commerce de proximité convivial et la logistique impersonnelle, froide. Est-ce qu'on est condamné à ce qu'un point de collecte en centre-ville, ce soit un lieu froid? Est-ce que ça ne pourrait pas être un lieu de convivialité? Et pourquoi vouloir réinventer ce qui existe déjà? C'est quoi le concept? Il y a déjà des commerces où les gens se croisent, où les gens se discutent. Il y a déjà des marchés, effectivement, où les gens sont ravis d'aller. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que dans un point de collecte, où en fait les gens ne viennent pas pour ça, ils viennent pour aller vite, parce qu'on leur a promis d'aller vite, et donc ils ont leurs tomates de février, etc. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il faudrait, dans ce lieu probablement relativement anonyme, où il n'y a pas forcément de vendeurs, du coup, où il n'y a pas de conseil, où personne ne va donner la recette de la tomate de février, là, pourquoi il faudrait que ça devienne convivial? Alors parfois ça l'est, de temps en temps, dans un supermarché, dans une petite ville, ça peut tout à fait être convivial, les gens se croisent. Mais précisément, le modèle entier est basé sur le fait que les gens vont y aller vite parce qu'il faut être efficace. Donc à quoi ça sert d'ajouter la convivialité? Non, la convivialité, les hangars resteront des hangars. Ok. Avant de vous laisser, j'ai une troisième question. Je ne désespère pas qu'on puisse être d'accord sur cette troisième question. Dans ce débat, il est aussi souvent question du fait de l'impact des entrepôts sur le paysage, de les cacher, de les camoufler, de les enterrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur l'idée que, quelque part, le caractère encombrant de l'entrepôt, que certains déplorent, il a en fait une importance d'un point de vue éthique, qui est qu'il est un rappel que nos comportements de consommation, ils ont des conséquences. Et du coup, de voir cette grosse chose, ça nous rappelle qu'il y a quand même des seuils à pas dépasser. Vous pensez qu'en voyant plein de bouteilles d'alcool et plein de marchands de cigarettes, ça vous donnerait envie de vous dire, tiens, finalement, non, c'est une mauvaise idée d'en consommer? J'essaye. Mais je pense qu'il faut s'arrêter là. Ouais, je vais arrêter du coup. Merci, monsieur Razemont. Merci beaucoup, monsieur Razemont. Merci, monsieur Razemont, pour ce témoignage virulent. J'appelle maintenant à la barre notre deuxième témoin. Vous pouvez vous lever et nous rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. On a désindustrialisé notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est monsieur Fournier, il a envie. Hein. Moi aussi, il est d'accord avec moi, monsieur Fournier. On calme monsieur Fournier. Madame Bitsindou, pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici, s'il vous plaît? Élodie Bitsindou, je suis doctorante en histoire de l'architecture contemporaine et je suis ici pour essayer de défaire un peu les jugements de valeur qu'on a sur les entrepôts, sur les zones commerciales et sur la France moche en général, pour essayer de se poser des questions un peu plus intéressantes que simplement les questions esthétiques quand on parle de la France moche. Top, merci beaucoup. Vous allez être interrogé donc, par la procureure puis par l'avocat, mais avant cela, c'est notre petit rituel. Pouvez-vous jurer de vous exprimer au nom des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Madame la procureure, la témoin est à vous. Comme d'habitude, vous avez 5 minutes. On essaye de ne pas s'étendre, s'il vous plaît. J'y cours. Madame Bitsindou, on va tout de suite du coup rentrer dans le vif du sujet. Madame la Présidente en a déjà parlé. En 2010, on a inventé l'expression de la France moche pour qualifier le développement anarchique du périurbain et l'emprise de la société de consommation sur le paysage. Est-ce que l'entrepôt n'est pas le symbole par excellence de cette France moche? Déjà, je pense qu'il faut discuter la notion de France moche. Personne ne sait exactement ce que c'est. On désigne plusieurs choses, les zones commerciales, les entrepôts, les lotissements pavillonnaires. Il y a énormément de choses qui rentrent dans cette définition.
Et j'ai l'impression que les personnes qui utilisent ce terme sont plutôt des personnes qui ne sont pas usagères de ces lieux. Donc les Parisiens, hein, en gros, pour le dire rapidement. Et j'ai l'impression, quand on Ça parle de chauffe. France moche, en fait, on parle de tout ce qui n'est pas le bon goût, une certaine idée du bon goût qui serait soit la ville dense, historique, ancienne, ou soit la campagne un peu fantasmée. La campagne, on va se ressourcer justement quand on habite en ville et qu'on va dans sa résidence secondaire, et qui serait une campagne uniquement là pour le plaisir des yeux, et pas du tout pour son caractère productif et tout ce que ça peut apporter sur le plan matériel. L'entrepôt, Et du coup, l'entrepôt dans tout ça, quand on se pose la question de l'esthétique de l'entrepôt, justement, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas la bonne question. Moi, j'ai beaucoup d'arguments pour vous expliquer en quoi ces lieux peuvent être considérés comme des lieux beaux ou en tout cas intéressants à regarder. Moi, ce que je trouve intéressant quand on parle de l'article de Télérama, c'est que l'image qui a été mise en couverture pour illustrer cette France moche, moi, quand je la regarde avec mon regard d'historienne de l'architecture et d'historienne de la photographie aussi, eh bien, je vois énormément de choses intéressantes. Je vois des formes, des contrastes qui sont assez beaux et assez intéressants à regarder. Moi, je la trouve belle, cette photo. Donc, merci pour moi, beaucoup. c'est pas- Et j'entends tout ce que vous dites, Madame Bitsindou. Il y a quand même une question ici qui me taraude un petit peu. C'est que si ce lieu, il est ni laid, ni encombrant, pourquoi on le retrouve toujours aux mêmes endroits, sur les territoires, des mêmes communes, qui, on ne va pas se mentir, sont généralement les communes les plus pauvres? je ne pense pas que la question, ce soit une question économique. Je pense que c'est plutôt une question de lieu et de géographie. Les entrepôts, c'est le symbole, pour moi, pas de la France moche, mais de la société de consommation. Et la société de consommation, par nature, c'est une société où les gens consomment des choses qu'ils ne produisent pas. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire, quand on remonte, on se rend compte que l'urbanisme, en fait, matérialise cette scission entre la consommation et la production. Donc, dès la révolution industrielle, en fait, vous avez des urbanistes qui s'intéressent à comment organiser la ville pour que l'usine ne soit plus une nuisance pour les citadins, pour les gens qui habitent en ville. Et on commence à planifier la ville selon ce qu'on appelle le zonage, qui est donc une organisation où les fonctions sont séparées, donc habiter, produire, consommer, se divertir, tout ça est séparé. Et l'usine, la production est toujours mise sur le côté. Et donc ça, c'est quelque chose que vous retrouvez en fait à chaque étape de l'histoire de notre société de consommation, jusque dans les années 80 avec la globalisation, où on va délocaliser, merci, les usines, et où en fait on va, j'ai l'impression, créer une espèce d'oubli et presque d'hypocrisie par rapport à ce qu'on consomme et ce qu'on produit, qui est complètement invisibilisé et du coup un peu oublié. Et j'ai l'impression que du coup les entrepôts, avec les entrepôts, on observe un retour de ces immeubles du coup pas très esthétiques à cause de on parlait excusez-moi, de l'e-commerce. Et j'ai l'impression que cette explosion des entrepôts avec l'e-commerce, c'est un peu un retour sous nos yeux de toutes ces choses qu'on ne voulait pas voir. Et c'est ce qui fait qu'on peut-être on se pose ce genre de questions. Et du coup, la question à se poser, c'est plutôt est-ce qu'on veut vraiment avoir ces méthodes de consommation plutôt est-ce que visuellement ces lieux sont beaux et devraient être embellis. Alors, Madame la procureure, on arrive à la fin de votre temps de parole, donc une dernière question peut-être. Tout petit, très rapidement, s'il vous plaît. Hein. Entre nous, Madame Bitsindou, je veux bien que les équipements logistiques soient du patrimoine architectural comme un autre, en théorie. Mais sur la pratique, vraiment, très concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un problème tout simple, qui est un problème de matériaux employés? Ces bâtiments, est-ce qu'ils peuvent seulement rester debout assez longtemps pour devenir du patrimoine? Ça, c'est une bonne question. C'est certain que c'est pas des... c'est certain que c'est pas des immeubles qui sont construits forcément pour exister sur la durée. Après, ça pourrait être une bonne question à se poser, justement. Est-ce qu'on ne devrait pas les construire pour le temps long, voire le temps très long? Après, moi, je serais plutôt d'avis qu'il faudrait arrêter et changer de mode de vie. Mais ça, c'est une autre question. Et quand on parle des matériaux, en fait,
on peut comparer ça avec les usines du nord de la France, par exemple, qui ont été classées au patrimoine de l'UNESCO en 2012 et qui sont considérées donc comme du patrimoine, mais pas pour leur beauté, mais pour ce qu'elles ont à nous apprendre en termes de mémoire habitante, de mémoire ouvrière, de mémoire des techniques. Et je pense que c'est intéressant de garder ces immeubles, de les mettre en valeur pour se rappeler de choses qui n'existent plus, qu'on n'a pas forcément envie de reproduire, mais qu'il faut garder sous nos yeux. Et donc je pense qu'à ce titre, les entrepôts pourraient être un patrimoine intéressant à valoriser en tant qu'objet mémoriel. Et c'est déjà le cas, d'ailleurs, vous avez déjà des exemples qui existent. À Londres, par exemple, vous avez le musée du néolibéralisme, qui est un musée militant qui vise à montrer les dérives en fait, de ce système. Et dans ce musée, vous avez une salle avec des dioramas qui montrent des intérieurs d'entrepôts Amazon, et où vous voyez, en fait, enfin, du coup, derrière une vitrine, en fait, ça devient une espèce d'objet culturel à questionner et sur lequel réfléchir collectivement, pas juste entre professionnels ou entre historiens de l'architecture, mais collectivement en tant que société. Bien, merci. Du coup, je n'ai plus de questions. Merci beaucoup, Madame Bitsandou. Merci, Madame la procureure. Le témoin est maintenant à la défense. Maître Pinault, c'est à vous. Comme d'habitude, vous avez 5 minutes. C'est à moi. Bonjour. Madame Bitsandou. C'était un peu moins votre pote. Ouais, mais c'était un peu plus compliqué là. Okay. J'ai préféré partir. Madame Bitsandou, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on avait un problème de mépris en fait vis-à-vis de l'entrepôt, un problème de mépris vis-à-vis d'un objet jugé indigne en quelque sorte de figurer dans nos paysages. J'aimerais bien que, si vous êtes d'accord, vous nous donniez des exemples pour nous expliquer en quoi ces notions de beauté paysagère, c'est des notions arbitraires qui évoluent avec le temps. Déjà, j'aimerais préciser que je ne suis pas là pour forcément défendre le modèle des entreprises. Mais ça, c'est notre petit cirque à nous. Et je suis là pour elle l'a dit. Pour qu'on puisse porter un regard plus nuancé et plus en détail. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait considérer ces endroits comme du paysage ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces lieux nous paraissent a priori pas très beaux, et on a du mal à s'imaginer comment on pourrait les trouver beaux un jour, dans un jour lointain. Mais ce qu'on oublie, c'est que le paysage, la notion même de paysage, en fait, est une notion profondément culturelle, et que dans l'histoire, il y a énormément de lieux, de panoramas qui nous paraissent aujourd'hui, à l'évidence, des endroits magnifiques à regarder, des endroits où il faut partir en vacances, qu'il faut photographier. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire, il y a eu un moment où ces lieux se sont transformés en paysages, où les gens ont commencé à les regarder. Et avant ces moments-là, en fait, ces lieux n'étaient soit pas regardés, soit même pas forcément appréciés. Et donc, quel lieu, par exemple, du coup ? Vous avez un exemple concret qui est celui des paysages de montagne, qui, jusqu'à ce que la montagne ait été représentée en peinture, en fait, était considéré comme un lieu plutôt effrayant, un peu terrifiant, un peu oppressant, et un lieu qu'on ne pensait pas aller contempler comme on le fait aujourd'hui. Et en fait, à partir du moment où Cézanne a peint la montagne Sainte-Victoire dans ses tableaux impressionnistes cubistes, cette montagne a commencé à être regardée comme un lieu pittoresque, esthétique, à tel point que quand la montagne a subi un incendie et que sa végétation a été ravagée, on l'a reconstruite, on l'a replantée à l'image du tableau. Parce qu'en fait, pas parce qu'on voulait reproduire le tableau, mais parce que c'est le tableau qui nous avait appris à regarder la montagne et que du coup, on n'avait pas d'autre manière de l'imaginer qu'à travers ce tableau. Et bon, pour revenir au cas des entrepôts, en fait, à partir du moment où on aura une culture visuelle suffisamment conséquente pour apprendre à les regarder sous d'autres angles, on pourra commencer à les regarder comme des paysages intéressants, voire beaux. Et en fait, vous avez déjà une école de photographes qui travaille sur ces sujets et qui n'essaye pas forcément de réenchanter les entrepôts ou de les rendre magiques, mais qui montrent avec leurs objectifs des choses qu'on ne regarde pas, en fait. Les modes de vie, les contrastes,
la destruction du paysage, aussi l'étalement urbain, mais d'une façon nuancée qui permet, encore une fois, de questionner les choses un peu plus en sortant des jugements de valeur et en étant plus dans la réalité, en fait, par la médiation de l'art. Je vous remercie. Je n'ai pas fini encore. Mais je vous remercie quand même parce que c'est hyper intéressant. J'ai moi aussi une pièce à conviction qui est cet ensemble architectural-là, dont on voit que il est absolument, c'est n'importe quoi, ça tombe des murs, il y a des tags par là, il y a des ficelles ici, et pourtant tout le monde qui rentre depuis tout à l'heure dit que c'est incroyable. N'en faites pas trop, s'il vous plaît. Néanmoins, donc en fait, est-ce que quelque part, ce qu'on reproche à l'entrepôt, ce ne serait pas juste de ne pas être un centre-ville ? Je pense qu'on lui reproche de ne pas être un centre-ville pour beaucoup de bonnes raisons, pour l'étalement urbain que ça occasionne, pour ce qu'il représente aussi, voilà, en termes de consommation. Mais du coup, je trouve que se concentrer sur ces objets et sur ces cibles faciles, ça fait oublier qu'en fait, les centres-villes, à mon sens, et encore plus depuis que je travaille sur le périurbain et que j'entends qu'on parle de villes franchisées, quand on parle du périurbain, par exemple, le périurbain serait la ville franchisée, la ville des grands commerces qu'on retrouve à l'identique, de ville en ville et qu'on ne saurait plus différencier. En fait, les centres-villes aussi sont des villes franchisées, voire plus. Et je trouve ça encore plus grave parce que là, pour le coup, on touche à de l'architecture Vous parliez du quartier ancienne. de l'Opéra. Voilà, quand on se promène au quartier de l'Opéra, on voit des Starbucks, des McDo, des publicités qui recouvrent des façades, soi-disant pour financer la rénovation. Enfin, moi, je me sens oppressée par tout ça hein, quand je m'y promène, et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas en fait. On parle des zones commerciales et on ne parle pas du centre de Paris qui est aussi dont le paysage est en train d'être détruit par... Oui. Et du coup, à propos de ne pas parler, ce sera ma dernière question, Madame la Présidente. Est-ce que, du coup, dans ce que vous dites, ressort une sorte de problème de légitimité de ces espaces qui fait que du coup, on les décrédibilise ? Est-ce que si ces espaces, ils étaient considérés comme légitimes, là c'est vraiment une question pour la chercheuse que vous êtes, est-ce qu'on ne serait pas plus à même de les penser et du coup d'étudier ce qui se passe à l'intérieur, les dynamiques commerciales, les dynamiques sociales, les dynamiques d'emploi ? Oui, bah, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire depuis le départ à travers toutes mes réponses. C'est qu'il y a énormément de choses qui s'y passent dans ces lieux et qu'on n'arrive pas encore à penser, à mon sens, parce que j'en entends jamais parler. Parce qu'on reste focalisé sur la France moche. Là, vraiment, le mot, c'est incroyable quand même que le mot qui a été inventé depuis 10 ans soit toujours aussi fort, voire de plus en plus fort. La France moche, on parle de la France moche, et on ne parle pas voilà, de la consommation, de la surconsommation. On parle de l'étalement urbain, ça c'est bien, mais personne ne se pose la question. Quand on pose la question, faut-il raser les entrepôts, j'ai pas l'impression qu'on se pose la question de changer complètement de modèle. Il ne faut pas raser les entrepôts, il faut parler des entrepôts. Il faut parler des entrepôts Ouais, et ça les suffit. montrer pour ceux qui sont et parler des gens qui les utilisent, des gens qui y travaillent, des gens qui... Et du coup, la photo est assez utile pour ça parce que les photographes, c'est ça qui les intéresse, c'est pas l'esthétique de l'entrepôt, c'est vraiment tout ce que ça abrite de façon humaine, complexe. Je vous remercie, Madame Binsindou, j'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Bitsindou. Merci. Alors, j'appelle maintenant à la barre notre troisième et dernier témoin, Jean-Christophe Machet. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir, Monsieur Machet. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous, Monsieur Machet ? Je suis Jean-Christophe Machet, le CEO de FM Logistique. Très bien. Alors, merci beaucoup. Pouvez-vous maintenant jurer de vous exprimer au nom des générations futures ? Levez la main et dites « Je le jure ». Je jure. Parfait. Madame la procureure, le témoin est à vous. Vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Le temps presse, on a un tout petit peu débordé. Ok. Bonsoir, Monsieur Machet. Vous militez notoirement en faveur de la construction d'entrepôts plus hauts que ne l'autorisent la plupart des plans locaux d'urbanisme. Est-ce correct ? Je prends ça pour un oui, j'avance. Allez-y, allez-y.
Et donc, vous rassurez vos interlocuteurs politiques en expliquant que ces entrepôts massifs, vous allez les cacher derrière des arbres. Donc, si vous reconnaissez qu'il faut, 1, densifier les entrepôts, et en plus, 2, les cacher, est-ce que ça ne revient pas à avouer qu'ils sont nuisibles, à la fois pour les sols et pour les yeux? Madame la procureure, parlons des entrepôts. Ces entrepôts, c'est l'image des éléments vitaux du système sanguin de l'économie. Quand nous sommes les uns les autres dans notre cuisine, nous cherchons les produits dans un frigo. On ne va pas à la supérette, il y a 1 kilomètre, ou au marché. On va dans notre garde-manger. Eh bien, les entrepôts, c'est le garde-manger de nos villes et de nos bassins de consommation. Alors, effectivement, il faut qu'ensemble, on travaille à l'éco-développement de nos entrepôts pour qu'on arrive, d'une part, à travailler leur densification, mais aussi qu'on fasse un dépassement de fonction de ces entrepôts pour qu'ils soient capables de contribuer à une économie plus durable, plus responsable. Nous, sur nos entrepôts, quand on a mis, par exemple, 10% de photovoltaïque sur les toits, eh bien, on arrive à être autonome en termes d'électricité. Pourquoi pas concevoir des entrepôts qui vont avoir une contribution positive pour produire de l'électricité durable, verte, pour l'écosystème dans lequel s'inscrit l'entrepôt. Il y a quand même frigo et frigo, je dirais. Mais bref, question de... Madame la procureure, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Monsieur Machet, la durée de vie moyenne d'un entrepôt en France, c'est, et j'ai mes sources, une 15aine d'années. Alors, on râle beaucoup en ce moment contre l'obsolescence programmée. Du coup, de vous à moi, est-ce qu'une infrastructure à la durée de vie si courte, elle a sa place dans une France qui essaye de construire une économie durable et économe en matériaux? Là, vous faites référence à une durée de 15 ans, qui a été citée, je crois, par Charles Fournier. Monsieur Fournier, mon allié dans cette histoire. Donc, moi, je vais citer Claude Faure, Allez-y. qui a construit un entrepôt en 1981, et cet entrepôt, donc il y a un peu plus de 40 ans, on l'exploite toujours aujourd'hui. Donc ces entrepôts, je le disais avant, on doit effectivement leur donner une fonctionnalité qui va évoluer au cours des temps. Pendant 10 ans, il va servir tel client. Et puis 10 ans après, il va permettre d'exploiter des activités de proximité. Donc on doit le penser déjà au cœur de bassin de consommation, pour qu'il soit à proximité, et accessoirement, ça permet de localiser des emplois. Les activités que nous avons dans nos entrepôts ne sont pas facilement délocalisables en dehors des zones de consommation. Bien. Monsieur Machet, quand je me suis entretenue justement avec le député Charles Fournier, il m'a fait part d'éléments auxquels j'aimerais vous aussi vous faire réagir. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut à nouveau écouter mon très cher allié Charles Fournier? Est-ce qu'on pourrait avoir la pièce à conviction numéro 2, s'il vous plaît? On a désindustrialisé notre pays et il y a des territoires où on a remplacé ces activités productives par des entrepôts. Et donc, les ouvriers d'hier qui étaient à l'usine sont les ouvriers de manutention dans ces entrepôts. Et j'y ai vu du mal travail dans le sens où la promesse qui était faite par l'automatisation, l'apport du numérique, d'une réduction de la pénibilité du travail, ben en vrai, elle n'est pas au rendez-vous parce que majoritairement, cette automatisation s'est faite au niveau des chaînes de commandement et a eu pour effet d'augmenter les cadences, les vitesses. J'ai vu beaucoup de salariés isolés avec des casques sur les oreilles. Vous savez, j'ai un témoignage d'un salarié que je n'oublierai pas qui me disait « Mais vous savez, quand je rentre chez moi le soir, je dis valider, valider, valider parce que toute la journée, j'ai entendu valider, valider, valider dans mon casque et que je ne parle pas à mes collègues parce que je suis isolé de mes collègues. » Voilà. Et ce mal-travail est un problème. Il y a un étalement logistique, c'est-à-dire que ces entrepôts sont de plus en plus loin des villes. On est dans des territoires où il n'y a pas forcément la main-d'œuvre. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui se déplacent pour venir travailler là. Donc, vous voyez aussi là l'impact carbone de ces déplacements, mais aussi beaucoup de recours à l'intérim. Donc, il y a quand même un mal-travail ici. Et moi, je suis très sérieuse, monsieur Machet, quand je vous pose cette dernière question. Comment on explique tout ça? Comment ça se fait que le secteur de la logistique soit devenu en quelques années le cliché de l'environnement de travail dévalorisant, abrutissant, difficile? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez de clichés, vous avez raison.
Et donc, moi, je vais parler très sérieusement de nos collaborateurs que je respecte très fort, ceux qui sont sur le terrain, et de la préparation de commandes. Et effectivement, nier que nos métiers sont exigeants et pénibles, ça ne serait pas sérieux. Ils le sont, mais on ne peut pas non plus considérer que les seuls métiers et le métier de la manutention est celui du manutentionnaire dont on a l'image il y a 15, 20, 30 ans à proximité de nos ports. Dans nos entrepôts, nous avons travaillé des positions pour que l'ergonomie puisse aider nos collaborateurs. Nous avons développé des investissements comme les exosquelettes pour pouvoir aider le port de charge. Et puis surtout, on fait en sorte de faire cohabiter l'homme et la machine pour que toutes les tâches répétitives puissent être faites par finalement un auxiliaire de préparateur de commande et un robot pour pouvoir l'aider. Et puis, je parlais avant de notre industrie, et je ne parle pas que de FM, je parle de notre industrie qui compte 1,6 million d'emplois en France, et certainement une des rares dernières industries qui est capable d'être une vraie passerelle pour des hommes et des femmes qui rejoignent le monde du travail, que l'on forme à travers des écoles de formation pour le secteur que chacune de nos entreprises avons, et on arrive, grâce à la promotion interne, à ce que 50% des postes, par exemple chez nous, soient occupés par des collaborateurs qui... Ça veut dire que quelqu'un qui commence cariste, préparateur de commandes, agent administratif ou transport, après 3 ans, 5 ans, 10 ans, peut être chef d'équipe, patron d'activité, directeur de plateforme. Ça aussi, il faut le prendre en compte, et ces emplois sont ancrés dans le paysage. Ils sont ancrés dans des activités qui vont être pérennes. Quand on choisit un lieu pour s'implanter, chez FM, on fait en sorte qu'il soit à proximité des bassins de consommation, ça vous l'avez parfaitement bien compris, Madame le procureur, et on fait en sorte aussi que, en les développant, on puisse pérenniser l'activité de nos collaborateurs et tout autour qu'on puisse contribuer à notre responsabilité sociale en formant, en développant, en intégrant des entreprises adaptées. C'est sûr. Sur 7 de nos sites, nous avons des structures comme ceci. Et donc, vous voyez là un écosystème qui contribue à un environnement stable qui, écologiquement, socialement, environnementalement, est de plus en plus responsable. Et je crois qu'effectivement, le cliché est facile. Et quand on rentre dans les entrepôts et qu'on regarde qu'on a plus de 80% de nos collaborateurs qui disent travailler dans un environnement qui est responsabilisant et satisfaisant, en cela, c'est une réponse. Bien, c'est validé. Du coup, Madame la Présidente, j'en ai terminé. Merci. Merci Madame la procureure. Maître, le témoin est à vous, vous avez 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur Maché, je suis l'avocat. Je sais qu'il y a des soupçons un peu de connivence entre nous, donc on va essayer de... Pas de complaisance, s'il C'est vous pas plaît. entre potes, c'est entrepôt. Hein. Voilà. Oh, waouh. Yes. Je voulais la sortir, j'avais... Merci. Impressionnant. Ouais, Okay. je sais. Bref, on va essayer de ne pas faire de langue de bois entre nous, si vous voulez bien, Monsieur Maché. Du coup, on va commencer par admettre qu'il y a un gros problème, si ça vous va, mais que ce problème, c'est ça dont j'aimerais qu'on parle, finalement, ce n'est pas tellement un problème de logistique, mais un problème de e-commerce dans son ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que le problème, il est en fait plus gros que ce qu'on dit ce soir? Alors, l'entrepôt est un maillon de la supply chain, et le e-commerce est une nouvelle offre proposée il y a un peu plus de 10 ans maintenant aux consommateurs. Et le consommateur a fait le choix, finalement, de répondre avec envie à cette nouvelle offre. Et effectivement, là, nous avons vu une accélération des flux. Et personnellement, ça n'engage que moi, je trouve que c'est une connerie de vouloir aller toujours plus vite pour livrer, que si pour certainement 20% des commandes, on a raison de vouloir livrer rapidement parce qu'il y a une question de sécurité ou de santé, si pour d'autres, pour des raisons de volume, c'est bien de les livrer à domicile. Par contre, pour une grande partie
des commandes qui sont passées dans le e-commerce, je parle, eh bien, on aurait intérêt à ralentir les flux pour permettre la mutualisation. Donc, l'idée là, ce n'est pas de remettre en cause le commerce présent, il se développe, il va continuer à se développer. Le sujet, c'est que nous, collectivement, professionnels de la supply chain et du commerce, on puisse réfléchir à des schémas qui soient plus vertueux d'un point de vue écologique, économique et social. Parce que le e-commerce fractionne commandes, donc on a de plus en plus de suremballage, on a de plus en plus de livraisons en petit volume, les commandes sont fractionnées, et c'est là où on a effectivement un vrai challenge à relever. Et du coup, pour aller peut-être un petit peu plus loin que ça, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que si, au lieu d'accélérer cette chaîne logistique, on la ralentit, on peut s'inscrire dans quelque chose de vertueux qui est une optimisation en fait, des transports de marchandises à grande échelle? J'ai fait une contraction, mais en fait, quand je dis qu'il faut ralentir la logistique et aller vers une slow logistique, c'est pour permettre une mutualisation. Quand on fait, je ne parle pas de livraison en 10 minutes, c'est déjà, c'est une offre qui n'a pas démontré qu'elle était durable, mais ne serait-ce qu'une livraison en 2 heures ou en 4 heures, elle ne permet aucune optimisation. C'est-à-dire que toute livraison en 2 heures, elle doit être livrée directement, et elle ne permet pas la mutualisation. Donc, nous, ce qu'on croit chez FM, mais de manière globale, ce n'est pas que chez FM, c'est de dire il y a 15% des véhicules sur les routes qui sont vides. 85% qui sont pleins, pas qui sont en charge, ne sont pleins qu'à hauteur de 70%. Donc, utilisons cet actif-là, comme les entrepôts, et remplissons-les mieux. Pour cela, eh bien, il faut organiser, et donc là, il faut l'organiser de manière offensive, il faut mutualiser les produits des différents clients pour mieux remplir les véhicules, mais pour faire ça, il faut avoir le temps de massifier, et donc il faut ralentir les flux. Ok. Mais enfin, je vous entends, mais il y a quand même quelque chose que disait Monsieur Razemont tout à l'heure, qui est qu'il y a un gros problème. En fait, c'est pas seulement le CO2 des camions qui roulent, c'est aussi les routes sur lesquelles ils roulent, l'espace qu'on occupe et tout ce que ça implique de destruction de la biodiversité et d'artificialisation des sols, d'inondation, etc. Et donc, du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tout ça dont vous parlez depuis tout à l'heure, qui est très bien, très enthousiasmant dans l'idée, est-ce que c'est faisable sans raser l'existant pour reconstruire? Est-ce que c'est faisable avec ce qu'on a aujourd'hui en l'état? Écoutez, on a à l'heure de l'intelligence artificielle, de la data. Ce qu'on pense, c'est pour justement optimiser tous les moyens qui sont installés, réussir à regrouper les flux. Donc, utilisons les entrepôts qui sont en place. Fléchons des zones industrielles qui seront destinées à la logistique et qui permettront d'avoir des entrepôts denses. Massifions les flux, ça veut dire quoi? C'est avoir des entrepôts à 50-60 km qui sont des entrepôts XXL, puis des entrepôts autour des grandes périphéries qui soient des hubs urbains pour massifier tous les flux. Ça, on a des camions complets qui viennent, et après, on va les livrer à l'intérieur des villes avec des points de collecte pour éviter 80% des livraisons chez les consommateurs. Et ainsi, on va se retrouver non plus avec des voitures avec un seul conducteur dedans, mais on va avoir des personnes qui vont, c'est à l'image de ça, la massification, qui vont se retrouver dans un bus ou dans un train. Il faut qu'on fasse pareil pour les marchandises. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que chaque moyen qui est mis en œuvre, des usines jusqu'aux entrepôts périphériques, jusque dans les villes, soit utilisé de manière optimum et qu'on ait finalement une ressource qui soit publique. Je suis d'accord sur l'image du marché, mais du coup, il faut que nos entrepôts soient comme des places de marché. Quand les maires décident d'avoir le mardi et le vendredi des marchés dans les villes, pour qu'il y ait 30-40 commerçants qui viennent s'y mettre, eh bien, ils mettent, entre guillemets, une surface publique où tous les commerçants vont s'y retrouver. Il faut qu'on arrive à avoir des entrepôts à 50 km, de proximité, qui soient des biens qui puissent être mutualisés de telle manière qu'ils soient totalement utilisés.
Et de la même manière qu'on arrête de livrer chaque consommateur chez lui en ville pour couper les derniers 200, 300, 400 mètres, mettre des structures qui soient mutualisées de telle manière que le consommateur, sur son chemin de vie, quand il rentre chez lui, puisse prendre ses 2-3 commandes qu'il aura commandées le week-end précédent ou les jours précédents, sans faire de kilomètres en plus. Donc vous voyez, l'idée, c'est comment utiliser une supply chain mutualisée au service d'une consommation responsable. Pour ce faire, il faut qu'on mette du sens dans la consommation et qu'ensemble, avec les e-commerçants, on arrive à travailler une offre qui soit vertueuse socialement et économiquement et écologiquement. Ok, ça va impliquer un peu de neuf quand même, j'ai l'impression, cette histoire. Du neuf optimisé qui serve effectivement une économie écologiquement responsable. Très bien. Merci, Merci Monsieur Machet, j'ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Machet, vous pouvez l'applaudir. Merci. Bien. Cher jury, vous avez à présent entendu tous nos témoins ce soir. J'espère que vous avez été bien attentifs. Nous allons maintenant entendre le réquisitoire et la plaidoirie. Un dernier moment pour vous donner l'opportunité de vous forger une opinion éclairée sur le sujet. Madame la procureure, vous avez 5 minutes pour votre réquisitoire et pas une de plus. Merci beaucoup. Madame la Présidente, maître, chers jurés, j'aimerais vous faire une confession nocturne. Madame la Présidente, asseyez-vous, il faut que je vous parle. Je suis très bien installée, merci. C'est bien, il y en a certains qui ont la ref, ça me fait plaisir. Moi, quand j'entends le mot rasé, la première chose que je vois, c'est la tête de Britney Spears chauve. Bah ouais, je sais, c'est comme ça. L'avocat lui ressemble un peu d'ailleurs. Mais bon. Madame la procureure. Je sais, il fait peur ce mot. Mais il va quand même falloir qu'on en parle. Mais bref, revenons donc, si vous le voulez bien, à nos moutons. Qui d'ailleurs, nos moutons, ils ne peuvent plus pâturer tranquillement. Car les entrepôts, ils ont pris toute la place. 76 millions de mètres carrés sur le sol français, pour être précise. Ça fait beaucoup, hein. Vous le savez, sinon vous ne seriez pas assis en face de moi à remettre en cause ce modèle destructeur. Les entrepôts contribuent au désastre écologique auquel nous faisons face. Prenons quelques instants pour dresser un rapide portrait de l'accusé de ce soir. Les entrepôts sont des grosses boîtes à chaussures faites de briques et d'acier, qui prolifèrent toujours plus vite, qui empiètent sur les zones humides, qui artificialisent les terres agricoles, qui contribuent à l'extinction de la biodiversité, dans lesquelles les gens travaillent sans avoir le droit d'aller aux toilettes. Ça en fait des sacrifices pour avoir la satisfaction de choisir entre 14 marques différentes de chocolat chez Monoprix. Ça en fait des sacrifices. Et cerise sur le gâteau, non seulement personne ne semble vouloir les raser, mais en plus, il faudrait en construire leur version XXL. Avouez qu'il y a de quoi être perdu. C'est comme si, alors que les transports sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, un secteur industriel s'était mis, depuis quelques années, à nous encourager à acheter non pas seulement des voitures, mais des voitures plus grosses qu'avant. Ça serait complètement fou, non ? Non seulement il ne faudrait pas se débarrasser de ces verrues toxiques, non seulement il faudrait en construire des plus grosses, mais en plus, cerise sur la cerise, tout ceci serait indépendant de tout désir d'accroître le chiffre d'affaires de leurs constructeurs et de leurs opérateurs. Finalement, tout ceci n'existerait que dans le but de répondre aux caprices des consommateurs, qui, depuis la crise du Covid, ne supporteraient plus que lorsqu'ils commandent un aspirateur intelligent, connecté, laveur de moquette, couleur rose corail, celui-ci leur soit livré en plus de 24 heures. Mesdames et messieurs les jurés, moi je veux bien tout entendre, mais trop, c'est trop. On ne me fera pas croire que c'est nous qui avons exigé des acteurs de la logistique qui rendent possible la livraison dans la journée. De la même manière que nous n'avons pas exigé le sucre dans le coca ou les exhausteurs de goût dans la sauce Big Mac. Non, mesdames et messieurs, rien de tout ceci n'a été créé pour nous. Toutes ces inventions découlent de la même logique parfaitement huilée, qui est de tout faire pour nous rendre accros.
À partir de là, c'est un peu facile de taper sur les doigts des enfants qui ont mangé trop de bonbons, puisqu'on a fait exprès de laisser le paquet de dragibus ouvert sur la table, sans surveillance. Et tout ça, c'est du boulot, hein. Rendons hommage aux équipes qui analysent patiemment les moindres mécanismes de nos cerveaux reptiliens pour rendre profitables toutes nos pulsions. Aspirateurs connectés, chaussures à semelles lumineuses, vernis à ongles fluorescents. De la même manière, on peut rendre hommage à toutes les équipes qui travaillent dur comme fer à rendre possible ce modèle obsolète de l'entrepôt. Chez les banques, pour spéculer sur le foncier. Du côté de l'État, pour offrir des deals fiscaux toujours plus avantageux. Du côté des entreprises de la tech, pour ces merveilleux petits casques connectés qui isolent les employés les uns les autres. Bravo à eux. Mais pouvons-nous, s'il vous plaît, arrêter de nous voiler la face 5 minutes ? Tous ces intérêts économiques, cette recherche sans cesse renouvelée de l'optimisation, alors que nous devrions chercher des alternatives, nous maintiennent dans une direction dont nous savons qu'elle est un cul-de-sac. Cela doit cesser. Nous devons nous réveiller, car aujourd'hui nous sommes coincés dans un cercle vicieux. Plus d'entrepôts appellent à plus de consommation, qui appellent à plus d'entrepôts et ainsi de suite. Au détriment de quoi ? Des sols, de l'air et j'en passe. Peu importe ici qui est l'œuf, qui est la poule. Ce cercle, nous devons l'interrompre. Et nous avons l'opportunité aujourd'hui de le faire, mesdames et messieurs les jurés. Alors actons. Le bon entrepôt, c'est celui qui ne se construit pas. J'irai même plus loin. Le meilleur entrepôt, c'est celui que l'on détruit. J'en ai terminé. Madame la Présidente, merci. Merci, Madame la procureure. Vous pouvez l'applaudir. Le dernier mot étant à la défense, nous allons maintenant entendre l'avocat. Maître Pinault, vous écoutons après ce passage haut en couleur. Quelque chose à dire sur Britney Spears en 2009 ? Non, c'était très intéressant. Il y avait juste un petit peu d'amalgame, quoi. Allez-y, je vous écoute. Oui, je vais en parler. Je ne sais pas en quelle année vous êtes nés. Pas de chamaillerie. Non, mais j'arrête. Les uns, les unes, les autres. Mais aussi loin que moi, je me rappelle, il y a toujours eu un petit peu cette entreprise, ce secteur industriel qui incarnait, à nos yeux, tous les maux du capitalisme. C'est pas toujours le même, ça tourne. Quand j'étais petit, par exemple, c'était Nike, dont on disait qu'il fallait les boycotter parce que Nike faisait travailler les enfants. Je mets des guillemets parce que c'était vraiment ça la phrase. Est-ce qu'ils exploitaient tellement plus les enfants que leurs concurrents ? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont réellement arrêté de le faire aujourd'hui ? Je ne sais pas non plus, je vous avoue. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est qu'au bout de quelques années, la roue a tourné. Et donc le diable, c'est devenu McDo et la malbouffe. Puis c'est devenu les semenciers OGM, etc., etc. À ce point-là, juste attention, je ne dis pas que ce n'est pas mérité. Hein. Dans certains des cas que je viens de citer, c'est même assez franchement mérité. Mais ce n'est pas tellement mon propos. Mon propos, c'est qu'aujourd'hui, ce secteur, dont tout le monde aime se plaindre sans parvenir pour autant à avoir réellement envie de le boycotter tout à fait, c'est le e-commerce. Et à travers lui, l'entrepôt logistique. L'entrepôt logistique qui, du coup, on vient de l'entendre, incarne désormais pêle-mêle la société de consommation, la destruction du vivant, l'exploitation de l'homme par l'homme, les dangers du numérique, la marchandisation des paysages, bref, tout le mal du monde. Et il est là, l'amalgame, le petit amalgame. De 3 choses l'une, cher juré. 1, admettez que c'est quand même pas de chance pour mon client du soir de se faire embarquer comme ça avec le e-commerce parce qu'à ce compte-là, le mal absolu, au lieu d'être un hangar, ça aurait pu être un carton. Un petit carton de 60 par 60, rempli à 80% de polystyrène, dans lequel il y aurait 4 autres cartons, et dans chacun de ces cartons, il y aurait un mug à 2 € en forme de citrouille pour Halloween, ou un mug en forme, mes 2 bits, pour le VG du collègue. Voilà. Vous voyez à peu près de quel carton Monsieur je parle. C'est grossier. C'est Oui, grossier, monsieur. Mais c'est pour que l'image passe bien. Ce mug à 2 €. Deuxième point, je vous encourage, mesdames et messieurs les jurés, chère assemblée, à faire preuve un petit peu de discernement à cet égard. Parce que de la même manière qu'il y a chaussures et chaussures, de la même manière qu'il y a semences génétiquement modifiées pour asservir les paysans indiens et semences génétiquement modifiées pour sauver le monde de la famine, de la même manière que Dieu sait qu'il y a burger et burger, surtout dans ce quartier, eh bien, il y a quand même entrepôt
et entrepôt. On se comprend. Je ne vais pas vous dire not all entrepôt, mais quand même on se comprend. Enfin, troisième point, il y a un moment où il va falloir qu'on assume nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. Ce serait moche, un entrepôt. Très bien, c'est moche. Mais alors, qu'est-ce qu'on pense des usines de batteries dans les prés d'Indre-et-Loire, des barrages hydroélectriques sur les ruisseaux des Alpes, des chaînes d'assemblage d'éoliennes sur les littoraux charentais? Je ne crois pas que ce soit là des objets tellement plus élégants, ni que ces objets-là prennent tellement moins de place au sol, ou que ce soit des endroits où le travail soit moins exigeant, moins bruyant, moins à la chaîne. Et là, vous commencez à bien me voir venir. C'est quoi leur point commun à ces infrastructures? Au-delà du fait que ce n'est pas des petits cafés mignons du 10e arrondissement, c'est d'être essentiel à la planification de quelque forme de transition écologique que ce soit. Il n'y aura pas de monde d'après sans réorganisation de nos modes de transport. Et il n'y aura pas de réorganisation de nos modes de transport sans rationalisation des flux marchands. Et il n'y aura pas de rationalisation des flux marchands sans entrepôt. C'est aussi bête que ça. En revanche, et là c'est le moment un peu, Madame la Présidente, mon client c'est néanmoins qui va faire des efforts, il a promis, du procès. Pour qu'on ne puisse pas accuser mes clients de profiter des excès du e-commerce pour se faire un max de marge avant de se positionner opportunément comme des alliés du bien commun, parce que ce serait de la triche. Mes clients savent, Madame la Présidente, qu'ils doivent faire des efforts d'architecture notamment, des efforts de RSE, des efforts d'expérience employée, comme on dit, des petits efforts d'espace au sol aussi peut-être. Et ils savent aussi que si leur volonté, c'est de participer à la réorganisation des transports de notre pays, il va falloir accepter d'en passer par le temps long, de la concertation, de la planification, parce que sinon, encore une fois, c'est juste le beurre et l'argent du beurre, et en termes écolos, on appelle ça du greenwashing, et personne ne veut faire du greenwashing. Ils le savent. Vous avez entendu, Madame la Présidente. Ne me prenez pas à partie. Mais je vous avais entendu, Mesdames et Messieurs les jurés, notre troisième témoin, qui certes n'est pas tout à fait neutre dans cette histoire, mais qui est quand même pas quelqu'un de malhonnête. Ils savent, ils agissent. Donc non, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne pense pas qu'il faille raser les entrepôts. Je crois même que ça vaudrait le coup qu'on se donne la peine de leur sauver la peau. Et j'en ai terminé, je vous remercie. Bien. Merci, Maître Pinault. Merci, Madame la procureure. Chers jurés, l'heure de la délibération a donc sonné. J'invite donc nos 4 jurés à me suivre dans un instant pour aller délibérer à l'abri des regards. Et je vous laisse entre les bonnes mains de notre cour qui va vous expliquer comment voter. Alors, aucune pression, évidemment, mais n'oubliez pas que vous vous exprimez au nom des générations futures quand même. Les jurys, je vous invite à me suivre. On vous regarde. Et nous? Alors, si je ne me trompe pas, c'est le moment où il faut que vous sortiez vos téléphones. D'abord sortir le QR code, la régie. Voilà, et il va y avoir un QR code à cet endroit. Bientôt. Sinon, si le QR code n'apparaît pas, vous pouvez aller sur slido.com, slido.com, et rentrer le code suivant. J'attends un petit peu que vous arriviez. Ah, voilà, super. TGF, FM, LOG. C'est comme logistique. Mais merci. Faites le bon choix. On compte sur vous. Puis il faut raser les entrepôts. Oui, oui, oui. Est-ce que tout le monde arrive à se connecter? Ça marche?
Comment? Ah. On nous demande si on peut voter 2 fois. Non, on ne peut pas voter 2 fois. Non. Est-ce qu'il y en a encore qui n'ont pas encore réussi à voter? C'est à peu près. À peu près au clair. Peut-être très rapidement avant que la Alors, très présidente rapide. revienne. Vous expliquer un petit peu le principe du tribunal pour les générations futures. Comme vous avez pu le voir, c'est un exercice de débat contradictoire dans lequel nous... Vous êtes en train de changer de camp, monsieur? Non, pas du tout, j'excuse. Mais oui, j'allais expliquer qu'effectivement, les positions que nous défendons ne sont pas nécessairement nos positions. Nous, on est un petit peu là pour poser des questions, pour tirer le pour, le contre. Bien sûr. On fait semblant Caricature. d'être tout blanc ou tout noir, dans l'idée, à travers les témoignages qu'on sollicite chez nos témoins, de montrer que les choses sont quand même plutôt grises, généralement. Pas grises au sens de terne, mais grises au sens de nuancé. Et donc c'est un exercice qu'on essaye d'appliquer à beaucoup de formes de sujets, environnementaux, innovation, philosophiques, santé, etc. Tout un peu les grands dilemmes du moment. Et donc on a la chance d'être accueillis, invités ce soir par FM Logistique qui nous a demandé d'appliquer la mécanique du tribunal pour les générations futures à ce sujet de l'entrepôt. Voilà. Merci beaucoup à vous, à eux. Et cette délibération derrière moi n'en finit pas. Voilà. Et normalement, on devrait vous permettre de poser des questions à nos jurés, mais le truc, c'est que les questions de la salle, dans ces moments-là, on sait toujours comment ça se passe. Je crois qu'il y a un cocktail en plus. C'est plus après, possible de vous interrompre après, on fait question sur question, et ça s'éternise, c'est terrible. Voilà, on va juste attendre. Et parler de Britney Spears en 2019. Voilà, vas-y. C'est non. Il n'y a pas que la même coupe que moi, on était quand même globalement 3 là. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal, pour le coup, là, il y a pas mal de... C'est moi qui l'ai prise dans la gueule celle-là, mais... Beaucoup de gens qui sont rasés du crâne là. Voilà, ouais. tu vois. Donc, ouais, au moins ça. Je peux vous chanter Confession nocturne. Tu peux peut-être parler d'Ouzbek Erika. Ouzbek Erika, oui, d'accord. Bon, ça me plaît moins, mais... Donc Ouzbek Erika, donc moi je travaille pour Ouzbek Erika. Ouzbek Erika est un média qui explore le futur. Et en l'occurrence, ce soir, on a eu la chance d'explorer le futur des entrepôts. Si futur il y a. Je suis encore un peu dans mon rôle quand même, pardon. Et donc voilà, c'est un média, on existe depuis 2010. Et vraiment, l'idée, c'est de démocratiser les grands enjeux d'avenir. On le fait à travers notre média papier. Ah mais j'avais pas fini, ça commence à devenir intéressant. Non, on le fait à travers des événements, le média papier, notre plateforme en ligne. On poste régulièrement des articles. Et voilà, toujours autour du sujet de l'exploration de notre futur. C'est bon, Madame la Présidente, on a meublé jusqu'à maintenant là. Vous pouvez monter sur scène, soyez pas timide. Alors... Bien. Chers jurés, l'heure du verdict a sonné. J'ai une toute petite précision à faire avant. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, vous venez d'assister non pas à un vrai procès évidemment, mais à une conférence spectacle. On leur a fait un petit peu le topo, Madame la Présidente. Ils peuvent même réciter. Je craignais derrière, alors du coup on leur a dit. Je me fais en 2010. Pas de problème. Et bien du coup, chère audience, nous allons à présent découvrir le verdict que vous avez rendu, chers jurés. Je vous prie donc de venir un par un. C'est parfait, vous êtes déjà placés. Juré numéro 1, pouvez-vous nous dire votre verdict et nous l'expliquer en 1 ou 2 phrases? Alors, je suis contre le fait de raser les entrepôts. D'abord, je suis chasseuse de tête en transport et en logistique. Donc, d'accord, mais ça, c'est ça n'est pas du tout biaisé. Le hasard du tirage au sort, c'est un peu biaisé. Mais on aurait dû récuser. C'est vrai qu'on n'allait pas la récuser, c'était la seule femme du jury. Ah bah voilà. C'est de votre faute. Non, en revanche, là, je prêche pour ma paroisse. Il y a énormément de travail à faire pour améliorer les choses et la logistique s'est transformée en plus de 15 ans de manière
incroyable. Il y a de beaux recrutements à faire, il y a de beaux profils qui ont un temps d'avance sur le marché. Et donc non, ne pas raser les entrepôts, ne pas mettre des milliers d'emplois sur la rue et les verdir. Merci. Merci pour ce verdict. Merci pour ce verdict. Jury numéro 2. Ouais, c'est vrai. Moyennement merci. Alors, je suis aussi contre raser les Oh entrepôts. là là. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est l'alternative? Derrière, on dit, OK, on va raser les entrepôts, très bien. Moi, je pense, comme Madame disait, qu'il faut améliorer le secteur. On peut apporter des améliorations, on peut aller de l'avant, faire beaucoup de bonnes choses. Et la deuxième chose, une personne qui habite dans une campagne, une personne qui habite dans des quartiers avec on va dire, des conditions socio-économiques plus difficiles, lui, il ne va pas pouvoir aller dans le commerce de proximité où le kilo de pommes ou le kilo de légumes est beaucoup plus cher. Pour lui, c'est beaucoup plus facile d'aller dans un supermarché. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à tous ces gens si on leur dit on va raser l'entrepôt et vous n'aurez plus accès à la nourriture, la base? Voilà. C'est ça que je Merci. suis contre. Merci beaucoup. Merci, jury numéro 2. Jury numéro 3, vous pouvez vous approcher et vous nous donner votre verdict, s'il vous plaît. Ce sera non, mais, Madame la Mais Présidente. oui, Ah, on il avance. y en a toujours un. il y a- On avance. Non, pour 2 raisons principales. La première, et désolé de gâcher la fête, parce que c'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est quelle économie on veut demain. Si on rase aujourd'hui les entrepôts sans se poser cette question, on va tout entreposer en Asie et tout importer d'Asie. Je suis pas sûr que ce soit la chose qu'on veuille. Quelle économie on veut demain? Je pense que si on veut réussir la transition écologique et accroître notre souveraineté, il va falloir relocaliser l'industrie, Madame la Présidente. Il va falloir plus d'économie circulaire. Il va falloir moins de production, plus de flux. Un petit chiffre, 45% des gaz à émissions à effet de serre dans le monde sont dus à la production des produits. Demain, il faudra moins produire, il faudra plus stocker, parce qu'il faudra plus échanger ces produits, il faudra acheter de la seconde main, il faudra réparer, donc stocker des pièces détachées. Ça demande de l'entreposage. Donc en fait, pour l'économie de demain, avoir des entrepôts proches de chez soi, c'est peut-être plutôt une chance, et pour répondre à la transition écologique. Non, mais pourquoi? Parce que je pense plutôt que de raser les entrepôts, il faut raser l'idée collective qu'on se fait des entrepôts. Ça ne doit plus être un fardeau, ça ne doit plus être vu comme moche, ça ne doit plus être loin pour qu'on s'en cache. On doit voir ça comme une chance pour les générations futures. On doit voir ça comme quelque chose dont on doit se saisir dans nos vies quotidiennes. Ça doit être un lieu d'échange, pour s'acheter un produit de seconde main, pour recycler, etc. Et du coup, le petit travail à faire peut-être, pour conclure, c'est de le rendre plus esthétique. Je suis un artiste, on pourra me dire ce qu'on veut, je m'émerveillerai jamais, je ne serai jamais ému devant un entrepôt. Si on veut qu'il ait cette place dans l'économie de demain, il faut qu'il soit beau à regarder, comme l'était beau à regarder n'importe quel temple d'entrepôt à l'Antiquité, ou quand les marchandises étaient stockées et entreposées au pied de Notre-Dame au Xe siècle à Paris. Donc non, mais. Merci, merci. Bel Jury argumentaire. numéro 3. Il m'a mieux. Il a été très Sous le charme, attentif ouais. et le verdict n'est pas truqué, je vous le jure. Alors, jury numéro 4, nous vous écoutons. Est-ce que ma voix sera encore déterminante? Bien En tout cas, sûr. ma réponse est non. Voilà. Là, la question, c'est pas tant de raser les entrepôts, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Un entrepôt, ça permet d'accéder à des ressources. Dans un entrepôt, on perd cet accès aux ressources. Pour moi, le principal enjeu, c'est de se dire comment on peut le réinventer. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme capacité supplémentaire? On a un petit peu évoqué le sujet, mais je vois aussi l'entrepôt comme un formidable système de production d'énergie et qui permettrait de diversifier et de réduire aussi son impact environnemental. La réponse pour moi est non. Merci. Merci à tous les 4. Vous pouvez les applaudir et vous pouvez vous rasseoir du coup. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Et nous allons maintenant passer au vote de la salle. Donc, la 5e voix, même si moi, il y a plus vraiment de suspense. Mais Madame L'Huissière, est-ce que vous pouvez m'apporter les résultats du vote, s'il vous plaît? Merci. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Ouais. Est-ce qu'on pourra quand même dire le pourcentage Mais de on oui va- dans moi, ce je vote suis quand même curieuse du pourcentage, malgré tout. Moi Merci, aussi, je suis Madame curieuse. L'Huissière. Alors, si j'y arrive. À la question « Faut-il raser les entrepôts ?»
vous, la salle, cher public, mon amour, vous avez répondu à 22% oui et donc à 78% non. Et pas mal. Merci. Sur les 22%. Dans l'intérêt de nos descendants, Pas mal, 22%. le tribunal déclare qu'il ne faut donc pas raser les entrepôts. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, j'aimerais quand même remercier la Cour pour ce travail extraordinaire. Madame Jacob, Monsieur Pinault, notre greffier Xavier Gors, alors malheureusement on n'a pas pu voir tous ces dessins, mais qui, j'en suis sûre, nous a concocté plein de belles choses au fond de la salle. Merci infiniment à nos témoins. Merci à nos témoins qui se sont prêtés à l'exercice et c'est pas toujours facile, donc vraiment merci à eux. Et enfin, évidemment, merci aux équipes de FM Logistique qui ont vraiment eu je dirais l'audace de porter ce sujet avec nous et plus particulièrement Claire Smoche, Lina Zarour, Gaël Carvalho et évidemment Jean-Christophe Machet. La séance, vous pouvez les applaudir. Je déclare donc la séance de ce mercredi 3 avril 2024 levée. Et on peut quand même applaudir la présidente, hein. On peut l'applaudir.